Un livre, un auteur, son écriture, son univers. Embarquement immédiat pour un voyage littéraire. Une collection d'émissions signée Tout avec presque rien. Le livre que je vais ouvrir est le premier roman d'Alessandro Baricco. Il sort en 1991 en Italie et dès qu'il est traduit en France, en 1995, il obtient le prix Médicis de la littérature étrangère. Ce roman atypique s'intitule Château de la colère. Et franchement, même après avoir lu et relu le livre, on ne comprend absolument pas pourquoi ce titre. Je suis donc allée chercher le titre original italien, Castelli di Rabbia. Et là, tout s'éclaire. C'est le contre-pied de l'expression Castelli di Aria, qui correspond à l'expression française des châteaux en Espagne. Voilà pourquoi la ribambelle des personnages farfelus que nous présente Alessandro Baricco ont tous en commun un désir profond, un rêve obsessionnel, une folie en acte. En un mot, ils construisent chacun leur château en Espagne. Un château symbolique, qui tout naturellement se transforme en château de colère quand il part en fumée, n'est-ce pas? D'où le titre de ce roman, littéralement château de colère au pluriel. Loin de moi l'idée de dévoiler l'intrigue, ou plutôt les intrigues, car chaque personnage en porte une. Mais ce n'est pas trop en dire que mettre à jour l'un des fils rouges de ce roman. La vie propre au désir secret, au rêve de chacun. 1900, on est à l'aube d'un siècle, l'aube d'un nouveau monde. On n'imagine pas aujourd'hui l'effervescence qui régnait alors. C'est le temps de la découverte du moteur à explosion. Le temps où la fée électricité entre sur la scène du monde. Le temps où apparaît le télégraphe. C'est le temps où la science se conjugue aux inventions techniques pour se faire complice des rêves les plus fous. Le personnage principal est le propriétaire du château de la petite ville de Quinnipiac. Il porte un nom évocateur, Monsieur Rai. Dans la version originale, cela s'écrit « rail » comme un rail de voie ferrée, mais ce mot n'existe pas dans le dictionnaire italien. La traductrice, Françoise Brun, a préféré le traduire par un mot qui n'existe pas en français, Monsieur Rey, avec un E et un H qui se promènent au milieu du mot. Pour le coup, on perd toute référence au train. J'aurais trouvé intéressant de garder le nom Rai, parce que ce clin d'œil est loin d'être anodin. Vous l'imaginez, le rêve de Monsieur Rai, c'est d'installer un train dans son domaine. Mais un train qui n'irait nulle part. Ou plutôt, dont la destination n'aurait aucune importance, pourvu que la distance soit de 200 kilomètres. L'ingénieur en charge des travaux propose alors de faire une ligne qui tourne en rond. Écoutez ce que Monsieur Rai lui répond. Le seul vrai sens d'un train, c'est que l'homme monte dedans et voit le monde comme il ne l'avait jamais vu avant. Et qu'il en voit beaucoup en une seule fois, plus qu'il n'en avait jamais vu en 1000 voyages. C'est pourquoi, en ce qui me concerne, mon train n'a nullement besoin d'une ville où arriver. Comme je vous l'ai expliqué dans ma lettre, mon désir serait de construire une ligne de chemin de fer de 200 kilomètres parfaitement droite. Et je vous ai également expliqué pourquoi. La trajectoire d'un projectile est rectiligne. Et le train est un projectile tiré en l'air. Vous savez, c'est très beau, l'image d'un projectile lancé. C'est la métaphore exacte du destin. La métaphore du destin. Cette expression est pleine de sens à la lecture du roman. Chaque personnage incarne à travers sa passion cet élan irrésistible et puissant que symbolise le progrès, mais dont personne ne sait où il va. Ah, le progrès,
On pousse les limites, on envisage l'impossible, on ouvre les horizons vers l'inconnu. Imaginez l'enthousiasme qu'a pu soulever l'apparition d'une locomotive. Ça n'a l'air de rien aujourd'hui, mais imaginez. Des centaines de personnes se consacrant silencieusement à bâtir ce pari grandiose de l'imagination, qui tout à coup réalisait à la fois la compression de l'espace et le découpage du temps, redessinant les cartes géographiques de la Terre et les rêves des gens. Ils n'avaient pas peur que le monde se désagrège à le ceinturer ainsi avec ses routes de fer, ou peut-être qu'ils eurent juste un instant de frayeur au début. La compression de l'espace, le découpage du temps, les distances pulvérisées par la vitesse, l'heure qui devient une valeur exacte, ce n'est pas si simple. Autrefois, le temps était une valeur approximative. On l'ajustait plus ou moins à la position du soleil. Baricco appelle cela la Babel des heures. Mais dès lors qu'il existe des horaires en gare, il faut que la montre indique exactement la même chose, à la seconde près, partout dans le monde. Il n'y a pas Internet, il n'y a même pas le téléphone pour régler cela. Baricco appelle cela la chirurgie des heures. Il fait son clin d'œil à l'histoire, et il étoffe la sienne d'histoire. Écoutez-le. Tous les matins, un envoyé de l'amiral remettait à l'employé de service sur le train postal une montre indiquant l'heure exacte. Cette montre faisait l'aller-retour, passant de main en main dans une boîte de velours, aussi précieuse qu'un secret, aussi précieuse qu'un bijou. Une montre qui faisait l'unité du chemin de fer, qui reliait l'une à l'autre Londres et Dublin pour qu'elle ne soit pas emportée à la dérive par une babel d'heures et de temps différents. Ça fait réfléchir, oui, au train, à ce choc du chemin de fer. Avant, il n'en avait eu jamais besoin de la petite scène de la montre, jamais, parce que les trains n'existaient pas. Même comme idée, il ne l'avait pas. Et voyager de là à là, c'était alors quelque chose de si lent, de si brinque-ballant, de si aventureux, que le temps de toute façon s'y perdait, sans que personne ne songe à lui opposer de résistance. Ce qui résistait, c'était quelques différences générales, l'aube, le crépuscule. Tout le reste n'était qu'instants brassés dans une seule et même grande bouillie d'instants. Avant ou après, on arrivait, c'est tout. L'heure, précise et précieuse, dans cette petite boîte en velours que l'on porte comme un bijou. Allez lire le livre et vous verrez comment Alessandro Baricco utilise cet élément pour en faire un ressort poétique dans son histoire. L'apparition du train provoque cette grande révolution de l'heure, et elle entraîne avec elle une autre révolution. Le spectacle inédit de la vitesse. Une véritable expérience sensorielle se joue dans un train. On est immobile et c'est le paysage qui fuit comme un cheval au galop. Les perspectives sont inversées, le proche est flou, le lointain est net. Tout ce que l'on tient pour acquis est chamboulé. La découverte de la vitesse, c'est un vertige en vérité. Il y a une scène au milieu du roman que j'aimerais évoquer. Les habitants de Kinipack sont tous là, auprès de Monsieur Rai, pour accueillir Elisabeth, sa locomotive. Oui, sa locomotive a un nom. Baricco dit que les choses qui font peur, elles ont toujours un nom. Donc, tous les habitants sont là, chacun avec son rêve, tous émerveillés par Elisabeth qui arrive, lente et massive, glissant sur le cours d'eau. Une fois installés dans le pré, l'un d'eux demande à Monsieur Rai. « Mais comment ça fait, Monsieur Rai, comment ça fait quand on va vite ?» On ne peut pas raconter, c'est impossible. Il faut le vivre. C'est un peu comme si le monde n'arrêtait pas de tourbillonner autour de vous, continuellement. En fait, c'est un peu comme si vous essayiez de tourner sur vous-même, comme ça,
Si vous tournez le plus vite que vous pouvez en gardant les yeux ouverts, comme ça. » Et il se mit à tourner sur lui-même, en effet, avec les bras écartés, Monsieur Rai, et les yeux ouverts, là, dans le pré, et la tête légèrement penchée en arrière. « Allez-y, essayez. Vous devez tourner sur vous-même, le plus fort que vous pouvez, et en gardant les yeux ouverts. » Si bien qu'en effet, les uns après les autres, d'abord avec une lenteur prudente, puis de plus en plus vite, ils se mirent tous à tourner sur eux-mêmes dans le grand pré. Se donner le vertige en tournant sur soi-même, c'est un vrai festival de sensations qui nous donne à redécouvrir, nous qui sommes si habitués. Il parle de passage de couleurs à grands traits, d'hypertrophie du voir et du sentir. Si bien que par moments, la féerie prend le pas et l'on a l'impression de basculer dans une autre dimension. Il y a une autre thématique sublimement abordée par Alessandro Baricco, la musique. Il faut savoir qu'avant d'être écrivain de romans, notre auteur écrit dans des revues spécialisées en musique et notamment en opéra. Fort de ses propres rêves de mélomane, Baricco invente un personnage portant le nom de Pekish qui passe son temps à faire des expériences. C'est une sorte de savant fou musicien. La première fois qu'il intervient, la situation est drôlatique. Sans vous dire les détails, sachez qu'il s'agit pour lui de comprendre pourquoi le son qui se déplace dans un long tube, un tube qui mesure presque 1 kilomètre, ne ressort pas de l'autre côté. Son énième dispositif n'est toujours pas concluant. Écoutez-le. « C'est pas possible, bon sang, c'est pas possible. C'est pas possible. Elle ne peut pas disparaître comme ça, il faut bien qu'elle aille quelque part. Qu'est-ce qu'il a donc bu, toute cette voix ?» Une voix qui serait bue. La voix est-elle un fluide? Est-elle de l'air? Une vibration? Oui, mais quelle est la matière de la voix? Il y a là un ressort poétique et comique tout à la fois. Avez-vous déjà imaginé à quel point les distances étaient une contrainte pour nos arrière-arrière-grands-parents? Voici les rêves qu'à la suite de Pekish, ils auraient pu avoir. Nous sommes véritablement à la veille d'un monde entièrement relié par des réseaux de tubes qui aboliraient toutes les distances. Étant donné que les derniers calculs établissent à 340 mètres par seconde la vitesse du son, il sera possible d'envoyer une commande commerciale de Bruxelles à Anvers en 10 minutes. Le temps est vraiment venu d'utiliser les propriétés magiques de déplacement du son pour unir les villes et les nations, afin d'enseigner à tous les peuples de la Terre que leur seule vraie patrie est le monde. S'il savait. Ce livre a décidément la faculté de nous faire entrer dans l'étonnement qu'auraient nos aïeux s'ils découvraient notre monde. Évidemment, Pekish ne se contente pas de la science du son. Il est aussi et surtout musicien. Il dirige une fanfare et un autre type d'orchestre de son invention qu'il appelle l'humanophone. Chaque musicien de cet orchestre émet une note, et une seule. Pas besoin de partition, le musicien doit apprendre à faire sa note du mieux possible. Et c'est bien assez. Et ce n'est pas si simple qu'il n'y paraît. Il doit la chanter parfaite au moment précis où le chef de chœur, en l'occurrence Pekish, le lui demande. Quel drôle de concert cela doit donner. Notre savant fou musicien est plein de fantaisie. Et lui aussi a son secret. Peut-être pour cela, il initie d'autres expériences. J'aimerais vous parler de l'une d'entre elles, celle qui sert de point de bascule à toute l'histoire. Voici la performance qu'organise Pekish. Il a séparé la fanfare en deux et il a tout organisé. Une fanfare partait du bout du bourg à gauche en jouant une certaine musique et l'autre partait du bout opposé en jouant une musique complètement différente.
Comme ça, elles se croiseraient exactement au milieu de la rue. Et après, elles continueraient toutes les deux, toujours tout droit, jusqu'à la fin du bourg. Chacune arrivait à l'endroit où l'autre était partie, et vice-versa. Un truc compliqué, un sacré spectacle. Cela ne vous fait pas penser aux fameux problèmes des classes de primaire d'autrefois? Vous savez, ça finissait toujours par la question « À quelle heure les trains vont-ils se croiser ?» Je crois bien qu'Alessandro Baricco ne laisse rien au hasard dans ce roman. Tout se construit autour de ce chapitre précis, ce spectacle de la convergence auquel tous les personnages viennent assister. Quand ces deux marées de sons finiront l'une sur l'autre, l'une dans l'autre, exactement à l'endroit exact de la moitié de la rue, à la moitié de la rue précisément où se tenait Pékiche au milieu des autres gens, la tête baissée et les yeux qui regardaient par terre. C'est drôle, on dirait qu'il prie, se dit Pent, de l'autre côté de la rue. Ce concert a lieu précisément le jour où Pent, fils adoptif de Pékiche, doit partir. En ce point de rencontre précis, baigné dans un nuage de sons chaotiques, un musicien mourra et personne ne s'en souciera. Hector Oro viendra annoncer sa défaite. June caressera le sexe de Mormy. Oh, je ne peux pas vous parler en détail de chaque personnage, mais le fait est qu'en ce point de convergence des musiques, tout semble pris dans un élan irrépressible et continu, comme évident que rien n'arrête. Le cours de la musique et le cours du temps semblent tracer leur destinée dans un mouvement constant, imperturbable, exactement comme sur les rails d'un train. Le travail littéraire d'Alessandro Baricco est tout simplement magistral. Voici quelques lignes qui pointent le moment précis de la convergence. Au secours! Où donc est passé le temps? Où a donc disparu le monde? Qu'est-ce qui se passe pour que tout soit ici, maintenant? Maintenant. Et qu'enfin le regard de Pékiche se relève et de tous les yeux qui sont en face des siens, immédiatement s'empare de ceux de Pent, perforant l'explosion de sons qui s'embouteillent au milieu d'eux. Où est le temps? Tout semble dissous dans la confusion sonore et mentale de chacun. Un nouvel ordre va émerger, une nouvelle donne. La bascule opère à la répétition du mot « maintenant » que Baricco prend le soin d'écrire en majuscule. À partir de là, il reprend chaque histoire une à une, comme s'il détricotait les tensions qu'il avait tissées avant ce point culminant. Tout va changer à partir de là. Je ne vous en dis pas davantage. L'écriture de Baricco est de l'orfèvrerie littéraire. Il y a là une mise en abîme des personnages avec les diverses thématiques abordées. C'est comme une gigantesque métaphore. Tout fait sens. Et je n'ai pas eu le temps de parler de la verrerie dont M. Rai est le propriétaire, de l'architecte Hector Oro, qui rêve, lui, de villes transparentes et qui construira un immense palais de cristal pour l'exposition universelle. Alessandro Baricco s'inspire de faits réels et vient y poser sa poésie, sa fantaisie. Pour retrouver la part d'histoire vraie, je vous donne rendez-vous sur la page de notre site dédié à ce roman. Notre site toutavecpresquerien.com. Notre page YouTube s'intitule Voyage littéraire, voyage au pluriel. Abonnez-vous pour connaître nos prochaines destinations livresques. À bientôt.